Avant de répondre à la question « Les vaccins causent-ils l'autisme chez les chiens ?», demandons-nous déjà si les chiens peuvent être autistes. L'autisme est un trouble du développement neurologique caractérisé par une perturbation dans 3 domaines. Les personnes autistes rencontrent des problèmes au niveau des interactions sociales. Ils ont beaucoup de mal à interpréter ce que les autres pensent. Ensuite, la communication est difficile. Un grand nombre d'enfants n'arrivent pas à parler correctement. Enfin, les individus ont des comportements anormaux. Certains se balancent ou tournent sur eux-mêmes. Vous voyez déjà le problème. La plupart de ces symptômes sont spécifiques aux humains. Et comme les chiens ne sont pas des humains et ne parlent pas, ils ne peuvent pas être autistes. Un raisonnement logique. Dans ma vidéo sur les stéréotypies, je vous expliquais que certaines races de chiens, comme les Doberman ou les Bull Terriers, peuvent adopter des comportements particuliers. On les voit parfois tourner sur eux-mêmes en chassant leur queue. Plutôt que de considérer l'animal comme autiste, on préfère parler de comportements atypiques ou dysfonctionnels. Le diagnostic d'autisme n'est donc pas reconnu, tout simplement parce qu'on ne sait pas si les mécanismes impliqués sont les mêmes chez le chien et chez l'homme. Alors si la question du lien entre vaccin et autisme ne se pose pas chez les chiens, elle ne devrait pas non plus se poser chez les humains. Une gigantesque étude danoise a pris en compte les données de l'ensemble des enfants danois nés entre 1999 et 2010. Les chercheurs ont comparé le nombre d'enfants diagnostiqués autistes parmi les vaccinés et les non vaccinés, et ils n'ont trouvé aucune différence. Pour les curieux, je vous mets l'article en description, en danois bien sûr. Et pour les Danois curieux, je vous mets l'article en français. Vous êtes probablement en train de vous demander « Mais pourquoi le Danemark ?» Depuis 1968, chaque personne vivant au Danemark a un identifiant unique, répertorié dans des registres. Ce numéro est essentiel pour accéder à une multitude de services. Mais surtout, grâce à ces données, qui restent anonymes, les chercheurs danois peuvent savoir quand et à quelle fréquence les citoyens sont admis à l'hôpital, à combien de rendez-vous médicaux ils se sont rendus, ou encore quels médicaments ils ont achetés. D'ailleurs, en tant que chercheur étranger, il est possible de demander une partie de ces données. Il faut simplement envoyer un mail à un membre de l'unité de recherche des statistiques et justifier d'un projet de recherche. J'ai donc envoyé un mail afin de connaître le nombre de poissons mangés par Danois par jour. Et je ne m'y attendais pas, mais ils m'ont répondu. Si vraiment ça vous intéresse, voici le nombre de poissons mangés par jour par Danois entre 2002 et 2011. Pour comparer, voici la consommation française et la moyenne mondiale. Alors il faut savoir que la FAO recommande de manger en moyenne entre 30 et 50 grammes de poisson par jour. Donc, contrairement à une croyance personnelle uniquement basée sur des stéréotypes, les Danois ont une consommation tout à fait raisonnable. Bon, laissons de côté les Danois et revenons au sujet, et plus précisément à l'origine de la suspicion du lien entre vaccin et autisme. Il faut remonter en 1998, lorsqu'un gastro-entérologue britannique publie dans la prestigieuse revue The Lancet un article désormais célèbre. Voici Andrew Wakefield. C'est l'homme à l'origine de la publication qui établit un lien supposé entre le vaccin ROR et le développement de l'autisme. Ce papier sème rapidement la panique parmi le grand public, certains parents refusant même de vacciner leur enfant. Résultat, en 2008, pour la première fois en 14 ans, la rougeole est redevenue endémique en Angleterre, causant un décès tous les 10 000 cas. Penchons-nous un peu plus sur la recherche de Wakefield. Déjà, son étude ne portait que sur 12 individus et n'utilisait même pas de groupe comparateur. Ensuite, le médecin a falsifié ses résultats en changeant les diagnostics et même les données des patients. Et ce n'est qu'un début. Le journaliste Brian Deer révèle que 2 ans avant la publication, Wakefield a été embauché par un avocat, Richard Barr. Richard Barr, qui porte bien son nom, travaillait pour des familles en litige, contre, devinez qui, les compagnies fabriquant le vaccin ROR. Pour gagner le procès, Wakefield devait fournir la preuve que le vaccin était dangereux, un travail rémunéré 150 livres de l'heure. Mais ce n'est pas tout. Il avait prévu une solution lucrative après ce scandale sanitaire. 9 mois avant la publication, il dépose un brevet
pour mettre en vente son propre vaccin contre la rougeole. Le conseil disciplinaire finit par apprendre, en plus, que les enfants participant à l'étude ont été soumis à un tas de tests inutiles. Évidemment, tout ceci sans l'approbation du comité éthique de l'hôpital. Wakefield finira par être enfin radié de l'ordre des médecins britanniques. Aujourd'hui, les résultats de l'expérience de Wakefield ne sont toujours pas reproductibles. Mais certains médias sensationnalistes continuent de relayer l'information. Pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, je vous laisse avec une vidéo d'un écureuil qui cache sa noix dans la fourrure d'un bouvier bernois.